On a une culture, nous, française, de la punition. Et on pense que c'est normal. Pourquoi est-ce qu'on exclut un enfant de l'école ? Parce qu'il est différent. Des outils comme l'intelligence artificielle, elles posent pas réellement de nouvelles questions. Elles posent d'anciennes questions auxquelles on n'a pas répondu depuis longtemps. Comme Maria Montessori le disait, l'éducation est la plus belle arme de paix. Michel Onfray a cette phrase que j'aime beaucoup, il dit « Tous les enfants sont des philosophes et certains adultes le demeurent ». Nos enfants deviennent comme nous les voyons, nos enfants deviennent comme ils nous voient. Prenons le temps de réfléchir à ce qu'on veut pour demain. Bienvenue sur le podcast Les Adultes de demain. Je m'appelle Stéphanie Desclèbes, je suis entrepreneure et surtout une actrice engagée pour l'enfance. Dans ce podcast, je donne la voix à celles et ceux qui changent le monde grâce à l'éducation. Pour en savoir plus sur mes dernières actualités, rendez-vous sur le compte Insta @lesadultesdedemain ou sur mon compte perso LinkedIn. Pour retrouver un condensé des meilleurs moments du podcast, je vous laisse découvrir le livre « Offrir le meilleur aux enfants » aux éditions Hatier, que j'ai coécrit avec ma mère Sylvie Desclèbes, que vous entendrez beaucoup dans ce podcast. Allez, je laisse place à un nouvel épisode. Sylvain Vagnon est agrégé et docteur en histoire, spécialiste de l'éducation nouvelle et auteur de nombreux ouvrages sur l'éducation. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la place du jardin dans l'éducation. S'il y a bien un point sur lequel les différentes parties prenantes de l'éducation se retrouvent, c'est l'importance du jardin dans la vie des enfants. Qu'il permette de les connecter à la nature, de développer des compétences psychosociales variées ou simplement de s'ouvrir au monde, les jardins, sous toutes leurs formes, occupent une place de plus en plus importante dans la vie scolaire. À travers une brève histoire du jardin pédagogique de l'Antiquité à nos jours, nous avons exploré les bienfaits et les formes du jardin à l'école. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Sylvain. Bonjour. Alors je vous connais bien, puisque je vous ai plusieurs fois interviewé dans le podcast. Je remettrai d'ailleurs les liens des épisodes dans la description de ce podcast. Nous avions notamment échangé autour des pédagogies alternatives et aussi autour de la pédagogie dans et par la nature. On y reviendra d'ailleurs dans cet épisode. Vous êtes un grand spécialiste de l'éducation en France, je n'ai pas peur de le dire. Vous êtes notamment professeur en sciences de l'éducation à l'Université de Montpellier. Et je vous retrouve aujourd'hui dans le cadre de la sortie de votre livre « Jardiner à l'école pour s'ouvrir au monde » que vous avez coécrit avec Corinne Martel. Alors, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous avez décidé de travailler sur le sujet du jardin, du jardinage à l'école ? Ça nous est apparu avec Corinne Martel de façon assez évidente parce qu'après avoir finalement parlé de l'école dehors du point de vue théorique, du point de vue pratique aussi, mais du point de vue très général, on avait déjà pensé d'ailleurs à ce moment-là de trouver une activité, un espace qui nous permette à la fois de poursuivre notre collaboration et puis poursuivre la réflexion du point de vue très concret, on va dire, sur le jardin parce que ça nous semblait être à la fois un très bon exemple de ce que peut être l'école de demain et c'est justement quelque chose qui nous apparaissait intéressant. C'était une activité aussi connue de tout le monde, on va dire, et aussi une activité qui nous permettait d'ouvrir aussi de nouvelles perspectives et je pense aux perspectives notamment de travailler avec l'environnement, avec les parents au sein de ces jardins. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, le jardin et les enfants ? Ce qui est important aussi, c'est de dire que le jardin, on pense, il faut le voir avant de le voir peut-être pédagogique, le jardin, c'est un moyen de subsistance. Je pense qu'encore aujourd'hui, dans la plupart des pays, et en France aussi, penser le jardin, et les collectivités locales d'ailleurs le pensent comme ça aussi, on voit beaucoup de collectivités locales qui aident à ce que la population, et à Montpellier ça se fait comme ça, une population puisse avoir on va dire un lopin de terre ou un jardin partagé qui est pensé d'abord comme un moyen de subsistance. Ça, c'est important. Alors évidemment, ça, c'est le potager, on va dire. Mais on a tous compris, on a tous compris parce que historiquement, c'est important, c'est qu'un jardin, il faut avoir une expérience. Ça s'apprend. C'est une expérience très concrète. On sait justement que dans le milieu rural, dans le milieu agricole, la paysannerie a cette capacité de savoir faire pousser et puis de pouvoir avoir aussi certaines fois les résultats d'une récolte. C'est important parce que ça veut dire que dans le jardin, l'éducation, elle est inhérente. Voilà, ça fait partie, on a été de ça. Et donc, penser le jardin scolaire, ça a été historiquement aussi, ça appartient à notre histoire scolaire. Voilà, ça c'est quelque chose aussi qui est peut-être
un peu oublié parce qu'on a tellement bitumé les cours de récréation notamment, mais encore jusqu'aux années 60, avoir un jardin dans les écoles était quelque chose de relativement classique et on a essayé de montrer dans le livre par exemple que dès le 19e siècle, il y a toute une réglementation qui non simplement incite, mais oblige chaque école à avoir son propre jardin tenu par l'instituteur ou l'institutrice et avec les élèves. Hmm. Et d'ailleurs, c'est un point très intéressant dans votre livre, c'est que vous repartez depuis l'Antiquité où les jardins étaient déjà considérés comme des espaces d'apprentissage. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que le jardin a évolué de l'Antiquité jusqu'à nos jours? Alors, c'est une vaste question, hein. Là, on aborde par petites touches parce que ce qui nous intéresse, c'est vraiment aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est aussi de permettre aux enseignants, aux parents, de voir le jardin dans une mise en perspective. On voit que le jardin, effectivement, c'est pas simplement le jardin potager qui permet d'avoir un résultat avec des fruits et des légumes, mais c'est aussi un jardin aromatique, c'est un jardin médicinal, c'est un jardin qui a des formes multiples et variées. Donc dans l'histoire, on s'aperçoit bien que le jardin est à la fois ce lieu de recueillement certaines fois, hein, il y a un côté religieux hein, très clairement, de compréhension du cosmos, hein, comme le fait aussi les abbayes. Hein, c'est pas simplement un jardin pour récolter et pour soigner, mais c'est aussi un jardin qui permet de repenser un petit peu le monde. Hein, il faut aller de façon extrêmement forte. Et puis c'est un jardin, c'est aussi un espace, donc ça veut dire que c'est un lieu où on peut se déplacer. On voit bien cette idée aussi de penser, en tout cas, l'idée du jardin comme un lieu de pérégrination et donc où on voit bien qu'on peut parler, on peut s'entretenir entre un enseignant et justement aussi des élèves ou une impossibilité. Donc ça c'est important parce que ça veut dire que à travers le jardin, d'après son histoire, on a essayé de montrer que de tout temps, on va dire comme ça, cette phrase qui ne veut pas dire grand-chose historiquement, en vérité, on utilise le jardin pas simplement comme un lieu qui va permettre d'avoir une récolte, mais quelque chose qui amène une vraie relation, en vérité, avec la terre, avec l'environnement et avec les autres. Quelle place aujourd'hui ont les jardins dans nos écoles en France? Alors justement, depuis la végétalisation des cours de récréation hein, par la loi, hein, c'est cette loi climat et résilience, on s'aperçoit aussi que c'est une nécessité donc de végétaliser ces cours. Elles vont l'être et elles le sont de plus en plus. Et repenser la cour de récréation, eh bien, faire un espace pour le jardin devient de plus en plus évident. On a du mal à calculer. Bon, en gros, c'est lié à la végétalisation des cours. Donc, la végétalisation des cours, on est à 20%, etc. On devrait aller sur la globalité ici de l'ensemble des cours, hein, puisque c'est une nécessité. Et donc, notre livre est aussi une incitation aux enseignants et à tout le monde d'ailleurs, et je reviendrai sur les parents parce que je pense que c'est assez fondamental hein, de voir que c'est une question qui dépasse vraiment même l'école, mais de se dire que dans cette idée d'une végétalisation du bâti scolaire, des espaces scolaires, le jardin a plus que sa place. Et puis aussi, ce qu'il faut voir, là je parle évidemment des zones où on végétalise, mais il y a beaucoup d'endroits où les jardins scolaires existent déjà. Hein. Il faut bien voir que beaucoup d'écoles ont gardé hein, ça parce que c'est une activité majeure pour les enseignants, hein. Une activité absolument complète. Et on essaye de dire d'ailleurs dans le livre que quasiment on pourrait faire le programme de toutes les disciplines à partir du jardin, hein, ce qui peut être assez ambitieux. Et quel parallèle vous voyez avec l'école dehors, l'école dans et par la nature? Quel lien vous faites avec cette place du jardin? Le jardin est justement un outil majeur pour rendre cette école dehors concrète. Parce que, en gros, ce qu'il faut faire attention, je pense que c'est nous sommes pour, en tout cas, cette valorisation de cette école dehors. C'est une évidence avec Corinne Martel, mais il faut aider les enseignants et j'allais dire tout un chacun à comprendre que justement nous avons parlé exprès d'une révolution de velours parce que la salle de classe existera toujours, c'est une évidence, c'est un lieu d'apprentissage. Mais à côté, de façon complémentaire, permettre un enseignement dehors est une nécessité aujourd'hui. C'est une nécessité déjà climatique, mais c'est une nécessité à mon avis aussi pédagogique. Et justement, le jardin permet
justement, concrètement, à un enseignant de se dire, voilà, il n'y a pas simplement, je vais dans un espace différent, c'est-à-dire l'extérieur, mais là, je vais faire quelque chose que je ne peux pas faire à l'intérieur. Clairement, on peut mettre des plantes en classe, c'est sûr, mais c'est ce qui se fait. Mais là, être dehors avec un jardin, ce côté régulier, ce côté aussi lié à un rythme très particulier qui est celui quand même du climat, un rythme aussi des activités de l'école, est un outil majeur parce qu'il rend concret finalement cette école dehors. Et quels bienfaits vous observez sur les apprentissages de travailler par le jardin? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de plus en plus de recherches, pas tellement en France, mais par exemple en Angleterre, on voit des recherches très précises hein, sur l'intérêt de l'activité du jardin scolaire. Bien sûr, il y a cette notion qu'on a souvent hein, de bien-être, hein, parce que cette idée aussi qu'on va se retrouver à l'extérieur, qu'on va pouvoir faire des choses très concrètes, qu'on va pouvoir expérimenter. Tout ça, évidemment, ça a des bienfaits majeurs, en tout cas pour les enfants, comme pour les adultes d'ailleurs. Et il y a aussi cette idée très forte dans le jardin de collectif, c'est-à-dire qu'on va partager, on peut pas faire tout seul, hein, c'est quelque chose qui amène une nécessité. Est-ce que je vais mettre une allée à cet endroit-là? Est-ce que je vais mettre des plantes à cet endroit-là? Il y a des choix majeurs qui ne peuvent pas être faits de point de vue individuel. Donc il y a un bienfait aussi, j'allais dire, dans les valeurs hein, qui sont développées. Puis il y a aussi des bienfaits dans les apprentissages. Parce que l'apprentissage de l'autonomie, c'est quelque chose de majeur. L'apprentissage aussi de la persévérance, hein, aussi de la patience sur certains éléments, et puis de la connaissance véritablement des aléas du climat. On voit bien aussi que c'est un bienfait parce que ça aide de façon majeure à se sensibiliser avec l'environnement. La fragilité des végétaux est évidente, leur force aussi à certains moments, hein, face à la contrainte qui peut être faite. Eh bien, tout ça, ça amène à la fois des bienfaits évidents hein, sur l'individu, sur l'enfant, mais aussi, on a essayé d'appuyer aussi dans l'ouvrage en montrant que ce sont des bienfaits pas simplement socio-émotionnels, on va dire comme ça, hein, ou psychosociaux, mais aussi dans la façon d'apprendre de façon beaucoup plus concrète et expérimentée. Vous avez parlé d'autonomie, un point qui est quand même cher pour tous les pédagogues de l'éducation nouvelle. Est-ce que vous pourriez nous dire quelle place le jardin avait dans les réflexions de l'éducation nouvelle? Ben, il est très clair que ces pédagogues d'éducation nouvelle du début du XXe siècle ont perçu le jardin, et bon, j'utilise souvent le pédagogue belge Ovid de Crowley, hein, quand il dit la classe c'est quand il pleut, ça j'ai essayé de le montrer pour l'école dehors, hein, c'est-à-dire qu'il n'est pas contre la classe, mais il montre bien qu'il faut sortir au maximum, et évidemment le jardin, mais j'allais dire aussi le poulailler, enfin il y a plein d'autres éléments, hein, on voit bien que on a notre prochain livre, peut-être qu'il va sortir comme ça, hein, mais on voit bien qu'on aura des éléments importants à voir. Ces pédagogues d'éducation nouvelle, quels qu'ils soient, que ce soit Montessori, que ce soit De Crowley, que ce soit Freinet, le jardin a sa place, a une place importante. C'est pas une place, j'allais dire marginale, hein, c'est une place qui est le jardin est intégré en réalité dans leur réflexion globale, mais aussi dans la mise en œuvre ici de leur pédagogie, ce qui est majeur. Il ouvre en tout cas des éléments extrêmement forts. Hein. Même quand Freinet parle de ses classes promenades, on voit bien qu'il parle aussi des jardins. Là, il y a un élément aussi où le jardin est un espace où on peut aller. Mais surtout aussi, ils s'en servent parce qu'ils reprennent toutes les valeurs de l'éducation nouvelle. On voit bien que ce désir de besoin de l'enfant, d'intérêt de l'enfant, c'est pas simplement des mots creux, hein, c'est derrière, ça veut dire quelque chose de très concret, et ils voient bien que les enfants, il y a une motivation, il y a un intérêt pour le jardin, pour faire des choses, en tout cas c'est agir aussi, et tous ces éléments sont des valeurs majeures, en tout cas de l'éducation, on va dire active, hein, si on veut même élargir, que l'on retrouve aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, sans même se lier à des pédagogues d'éducation nouvelle, l'idée d'une pédagogie active par le jardin n'est pas encore une fois une évidence, mais en tout cas, c'est un levier extrêmement fort. Et quelle place a aujourd'hui le jardin dans les programmes scolaires en France? Alors, de façon intéressante, on va dire que le jardin n'est pas cité en tant que tel comme une activité, bon, c'est un peu logique aussi, mais on voit bien que l'ensemble des programmes, et d'ailleurs les nouveaux
programme en préparation, pré-programme d'avril 2024, hein, le dessine aussi, hein, c'est-à-dire qu'il a toute sa place. C'est-à-dire qu'en gros, c'est pas en tant que tel, hein, bien sûr, mais justement, hein, notre ouvrage, il essaye de dire comment définir pour un enseignant, pour une école, pour un ensemble d'enseignants, et j'allais dire pour toute la communauté éducative, le jardin comme un projet d'école. Ça devient intéressant. Donc, il est complètement compatible avec les programmes. Ça, c'est quelque chose d'assez fondamental. Bien sûr, on pense aux sciences, on pense à tout ça, mais il y a toutes les disciplines, hein, qui peuvent aussi incorporer, en tout cas, le jardin. Et ce qui nous a semblé aussi intéressant, c'est que bien sûr, on pense à la maternelle, au primaire, c'était une évidence, mais on voit bien que le secondaire est très intéressé aussi par l'élaboration de jardins pédagogiques. Certes, les enseignants, encore une fois, de sciences, ils voient toute leur place, hein, dans le programme, mais on voit bien que d'autres enseignants de géographie, d'histoire, même de littérature, de mathématiques, ils voient un intérêt, hein. On voit bien d'ailleurs que on reprend souvent le 19e siècle dans notre livre, parce que on voit bien ce qu'on appelle l'arpentage. Il y a un calcul qui est fait ici par le jardin aussi, d'apprendre aux enfants à peser à travers des éléments ici du jardin, à mesurer. Donc voilà, il fait partie, j'allais dire, du programme. Il est pas, c'est un programme en tout cas qui permet l'usage du jardin. Et puis il faut le dire aussi, hein, l'institution s'y intéresse énormément, et on voit des formations qui commencent à être mises en place, et des ressources très fortes avec Canopé qui essayent de développer des fiches pour permettre aux enseignants d'élaborer ce jardin. Et vous l'avez dit, la France est en train de suivre une tendance de végétalisation générale de ces espaces scolaires. Qu'en est-il de nos autres voisins européens, occidentaux ou même ailleurs dans le monde? Quelle est la place du jardin dans d'autres pays où celui-ci aurait peut-être une place plus prépondérante et serait déjà vraiment très important dans les apprentissages des enfants? Oui, alors tout à l'heure, j'ai commencé en réalité en me disant que le jardin est un moyen de subsistance. Et c'est pas un hasard si les organisations internationales, et je pense à la FAO qui s'intéresse justement au développement de tout ce qui est nourriture, et ici au point de vue de l'ONU, a fait du jardin, en vérité, un levier très fort pour apprendre à une population à subvenir de ses propres moyens. Mais de façon intéressante, elle s'est servie de l'école comme un levier. Donc il y a la FAO, par exemple, propose énormément pas simplement de formation, mais de liens entre l'enseignant, les élèves et les parents, hein. Et ça, voilà, c'est évident aussi d'apprendre aussi par le jardin à être ensemble aussi, à travailler. Donc on voit bien qu'il y a déjà des institutions internationales qui sont intéressées, et j'allais dire à ce jardin moyen de subsistance, mais moyen éducatif, hein. C'est écrit comment faire un jardin à l'école. C'est une des ressources de la FAO, et on voit que derrière, évidemment, il y a cette notion d'apprendre à subvenir. Il y a aussi au niveau européen, et ça c'est aussi intéressant, la communauté européenne, la Commission européenne aide énormément, notamment le système anglais qui avait ouvert beaucoup de choses du point de vue du primaire à l'école dehors, utilise évidemment le jardin, encore une fois, comme un levier majeur pour pérenniser cette école dehors, hein. On revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. L'école dehors n'est pas un concept hors sol, hein, ça c'est le cas de le dire, mais on voit bien ici l'idée de faire du jardin, finalement, la concrétisation concrète, encore une fois, de cette école dehors. Donc on a ça, donc on voit bien que c'est vu aussi, j'allais dire que personne n'est contre le jardin. Il faut le mettre en place. C'est pas évident parce qu'il faut trouver un espace, le choix de l'espace, et puis aussi, encore une fois, l'intégrer dans, on va dire, non pas le programme, mais dans l'emploi du temps, hein, aussi, parce que ça demande évidemment du temps, ça demande une régularité très forte. Donc nos voisins le font. On n'est pas si en retard que ça, j'allais dire, pour une fois, mais on voit bien qu'on pourrait accélérer ce mouvement. Je pense qu'il y a une réflexion à avoir sur le jardin, parce qu'encore une fois, le jardin pédagogique peut avoir des formes extrêmement différentes, hein. Là, je vais assez vite, mais ça peut être, c'est pas simplement potager. D'ailleurs, le potager est souvent un faux ami, parce que évidemment, on va attendre la récolte. La récolte va se faire souvent pendant les vacances scolaires. C'est pas, il y a des problèmes techniques, on va dire un petit peu, alors que le floral, l'aromatique, le sensoriel, et ce que nous on appelle aussi l'écologique, hein, dans le livre, pour montrer que
c'est aussi un moyen de prendre en compte justement comment utiliser moins l'eau, comment essayer de repenser aussi autre chose. Voilà, on est resté souvent avec de l'éducation à l'environnement qui pouvait être le tri et comment trier. Bah là, avec le jardin, on a quelque chose qui est aussi extrêmement moteur et extrêmement fort parce que de comprendre la rareté de l'eau qui peut se faire ici, on le sent très bien. Est-ce que vous pourriez revenir justement sur les différents types de jardins pédagogiques que l'on peut insérer dans les milieux scolaires? Voilà, alors encore une fois aussi, il y a l'idée, et ça reprend un peu la question précédente aussi sur nos voisins et nous-mêmes, le jardin scolaire, il n'y a pas un jardin scolaire, il y a des jardins scolaires. Aussi, vu que c'est un projet important d'école, eh bien la collectivité doit se dire qu'est-ce qui va nous intéresser, qu'est-ce qui va nous intéresser par rapport à nos objectifs pédagogiques, etc. Donc c'est pour ça que le potager apparaît souvent au début en tout cas comme quelque chose d'intéressant parce qu'on va produire et on se dit que la classe va être contente parce qu'on va produire, mais on voit que le potager a un peu déçu, entre guillemets, certains enseignants parce que justement, ils trouvaient ça un peu compliqué, les vacances étaient difficiles à gérer. C'est pour ça que nous, on essaye de proposer justement des jardins partagés avec les parents qui permet de résoudre à la fois ce problème ici, mais aussi de fédérer, en tout cas autour du jardin, un vrai travail. Mais au-delà du potager, tout à l'heure j'ai cité le floral, le sensoriel, l'aromatique, aussi extrêmement intéressant. L'aromatique est assez fondamentale aujourd'hui parce qu'on se rend compte que selon les régions, selon les éléments, on peut ici à la fois permettre aux élèves à la fois de travailler sur le jardin, mais aussi de connaître les textures, les odeurs, etc. Et donc le côté sensoriel, en tout cas, peut être beaucoup mieux. Il y a des parcours sensoriels extrêmement intéressants justement par le jardin, et là il est presque plus facile. Voilà, on sait bien que là, c'est des plantes qui, en plus, acceptent très très bien certaines cultures ici, enfin à certains moments. Et donc, on voit bien que voilà, il y a une pluralité qui est liée quand même au choix. Tout à l'heure, j'ai dit aussi l'écologique, c'est-à-dire que ça c'est un choix ici écologique majeur. Je pense que là, il y a aussi l'idée en amont, quels sont les attendus de l'enseignant, des enseignants, et encore une fois des parents, parce que je reviens aussi, on voit bien que le jardin il se développe à l'école et il devient un levier parce que déjà quand les enseignants parlent aux parents, les parents sont rarement contre, mais eux-mêmes le font. C'est-à-dire qu'on voit bien que l'idée d'avoir un jardin, même sur un balcon, même sur voilà, c'est quelque chose qui participe à une tendance générale et je pense que c'est là où je suis extrêmement enthousiaste de ce côté-là parce que je pense que là il y a une convergence de fond entre tous les acteurs sur un outil qui peut devenir justement quelque chose de, comme il a été au 19e siècle, un élément majeur. Ouais. Vous avez parlé des jardins sensoriels, est-ce que vous pourriez m'en dire un peu plus? Oui, l'intérêt des jardins, on va dire, aromatiques et sensoriels, c'est que justement, on peut le fait pour les élèves de sentir, de soupeser, on voit bien que pour les plus petits, là, je pense vraiment aux tout petits, de voir aussi la plante, la texture, se velouter de certains éléments, et puis encore une fois, ce qu'on peut en faire, parce que évidemment aussi l'intérêt du sensoriel, de l'aromatique, c'est aussi de voir ce qu'on peut faire en infusion, etc. Même si là, on rentre dans un autre débat parce qu'il faut quand même faire attention à ce qu'on fait dans les plantes. Il y a le choix des plantes, et on le dit beaucoup dans l'ouvrage. Il faut y aller un petit peu mollo, parce qu'on ne prend pas ce qu'on veut non plus. On ne va pas prendre des plantes. Mais en tout cas, il y a une espèce de pléthore d'activités liées justement au sensoriel parce que bien sûr il y a le goût, il y a l'odeur, il y a le son aussi parce que justement et le toucher et tout ça permet un vrai travail en tout cas et qui ouvre aussi aux différentes activités, j'allais dire de toutes les disciplines. Voilà, on voit bien que les plantes, et je pense aussi au côté aromatique et sensoriel, a touché la littérature. Voilà, on voit bien que beaucoup d'écrivains ont écrit dessus, etc., sur cette senteur. On a touché quelque chose, et donc en réalité, ce côté sensible
ici se retrouvent énormément. Donc on voit bien que le jardin ouvre aussi sur des domaines qui sont assez peu explorés ici. Et là, il y a justement quelque chose de fort avec les professeurs de littérature parce qu'ils y voient aussi dans le jardin, pas simplement, ils voient une complémentarité avec les profs de sciences notamment, et de permettre eux aussi de s'en servir. Voilà, je dis ça parce que c'est pas une discipline au départ on aurait pensé sur le jardin, et c'est au contraire, et notamment, et la question est importante justement sur le côté sens qui peut être mis en place dans ce Bien jardin. sûr, et pluridisciplinaire. Tout à fait. Est-ce que vous auriez des exemples d'écoles en France qui ont placé le jardin au centre du projet pédagogique de l'école? Énormément en vérité. C'est justement là, moi, le travail a été fait avec Corinne Martel, qui est donc inspectrice, et on voit que de nombreuses écoles, bon, elle pousse évidemment, elle, aussi pour développer ce genre de choses, mais pour l'Hérault, mais on voit bien que la cartographie n'est pas encore faite ici, je pense qu'on n'est qu'au début, mais on voit que beaucoup, et c'est pour ça qu'on trouvait important d'écrire aussi cet ouvrage pour essayer de faire comprendre aux enseignants que là, ils pouvaient vraiment faire un vrai projet, avec un vrai projet d'école, pas un projet artificiel. Bon, il peut y en avoir, mais ils ne sont pas tous artificiels, évidemment. Mais disons que là, voilà, il y avait ce côté, en tout cas, extrêmement fort. Et ça, j'allais dire, je ne peux pas répondre à la question comme ça, mais je pense que c'est intéressant de voir que dans les réflexions pédagogiques, de plus en plus d'écoles, et encore une fois, de tout niveau, c'est-à-dire maternelle, primaire et secondaire, sont fortement intéressés par le jardin. Mais il faut bien dire qu'il y a des obstacles. Il faut voir que le choix des plantes, etc., est important, du lieu. Et c'est pour ça qu'on appuie aussi beaucoup sur le mouvement de végétalisation, parce que les communes incitent aussi au jardin. Donc c'est aussi intéressant parce que les enseignants leur dire, si vous en parlez justement aux mairies et aux collectivités locales en général, elles aident ce genre de choses. Il y a aussi un intérêt, c'est qu'il y a des jardiniers qui viennent et qui font aussi le choix en disant, voilà, telle plante, oui, c'est pas mal, celle-là non, etc. Et on voit, parce que là, on a essayé de faire un peu une tournée un petit peu de certaines écoles, on a bien vu que justement ce lien est très fort avec les jardiniers locaux qui permettent eux, de donner quelque chose, le ton à une plante, elle va grossir encore une fois, et donc jouer aussi sur ces espaces. Donc voilà, moi je pense que c'est là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans un mouvement qui est pas sur quelques écoles ou même, etc., mais sur un mouvement où on sent qu'il y a un intérêt majeur. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même rare dans l'éducation, parce que trouver des choses très constructives aujourd'hui, novatrices, on va dire, et actives, je pense qu'il faut en profiter. Qui est généralement responsable du jardin dans une école? Alors, un enseignant, il y a un porteur, très clairement, il y a un enseignant, mais justement, très vite, et on essaye aussi de le montrer de façon très concrète, en tout cas quand on met en place un jardin, c'est que c'est une affaire d'équipe, comme toujours. Il y a des gens qui sont plus ou moins investis toujours. C'est aussi une collectivité qui doit être pensée, bien sûr aussi avec les élèves, mais aussi avec les parents. Voilà. J'y reviens parce que l'histoire de la coéducation, de repenser ici une éducation qui soit pas simplement scolaire, mais qui dépasse en été le scolaire, eh bien typiquement, et dans les porteurs de projets, c'est aussi l'idée d'intégrer des parents, leur dire ce qui se passe. Alors, c'est pour ça que tout à l'heure aussi, tout se tient. Certaines collectivités parlent de jardins partagés parce que justement, ça réduit même certaines contraintes que pourrait avoir un enseignant en s'inquiétant, en se disant, oui, mais bon, moi, ça va être compliqué, etc. C'est comme avec les animaux. On se dit, qu'est-ce qui va se passer pendant les vacances, etc. Et là, l'idée que le jardin soit à la fois ouvert pendant la classe, pendant les heures scolaires, on va dire, avec l'enseignant, mais hors scolaire, c'est les parents qui un peu prennent le dessus. Or, on s'aperçoit, là il y en a début, mais c'est plutôt finalement nos voisins ici qui l'ont fait, mais on s'aperçoit que le grand intérêt, c'est que pour l'élève,
il voit une continuité totale en réalité de ce qui se passe entre. Il est content aussi de raconter à ses parents. Les parents sont là, puis les parents, ils ont aussi une connaissance de ces jardins. Il y a des parents justement qui peuvent aussi donner des conseils. Donc ça veut dire que l'enseignant ne se retrouve pas seul. Donc on pourrait développer ce point-là, mais l'intérêt, c'est pour revenir, oui, il y a un porteur qui est l'enseignant, puisque c'est un jardin scolaire, ou l'équipe, en tout cas, de direction, ou un CPE dans le secondaire, puisque ça rentre aussi dans leur fonction de chercher un projet un peu fédérateur ici, et c'est souvent aussi intéressant parce que on sent bien que des enseignants de toute discipline peuvent être intéressés, mais je le répète, je pense que voilà, il faut le penser aussi peut-être avec des axes comme ça, et celui de la coéducation avec les parents. On se plaint certaines fois que les parents ont du mal à s'intégrer dans l'école. Là, on a un moyen relativement aisé où on voit bien que certains parents donneront simplement peut-être que des graines et des semences, d'autres seront plus actifs, comme dans tout jardin partagé, mais on sait aussi, sous la base du volontariat, un moyen efficace, en tout cas, de penser l'éducation de l'enfant. Et comment penser justement le jardinage en dehors de l'école? Justement, il peut être pensé en dehors de l'école, parce que j'allais dire ce mouvement fort du jardin pédagogique, il se développe quand même à l'extérieur. C'est-à-dire que la multiplication aujourd'hui des jardins partagés, des jardins familiaux qui ont toujours existé. En plus, c'est pas quelque chose d'extrêmement nouveau. Les jardins justement ouvriers qui existaient aussi au 19e. Donc on voit bien que il y a une tendance, il y a un mouvement très fort, il y a un mouvement quand même de prise de conscience du défi climatique qui est quand même important, de compréhension aussi de notre environnement, de retour en tout cas vers une compréhension de la végétalisation, qui fait que justement il y a un mouvement qui se fait dans la société. Et c'est là où il faudrait en tout cas, j'espère, dans les années à venir, qu'il y aura justement cette cohérence justement entre les deux. Et c'est pour ça que ça peut fonctionner à mon avis, parce que à la fois à l'extérieur de l'école, il y a ce mouvement général qui se fait, qu'on le veuille ou non, et puis l'école, justement, peut y participer. Parce que là, je reviens peut-être quelque chose qui peut, au 19e siècle, c'est qu'au 19e siècle, la France est extrêmement majoritairement rurale et agricole. Donc on pourrait se dire, pourquoi l'apprendre? Et on s'aperçoit que justement, les premiers textes, on essaye de montrer que finalement, c'est dès le milieu du 19e que la question se pose, c'est de dire, certes, les parents ont une connaissance clairement concrète, puisqu'ils étaient la plupart paysans, mais à l'école, on apprend autre chose. C'est-à-dire qu'il y a aussi il y a un apprentissage qui peut se faire de ce jardin, qui finalement est aussi un levier, parce que les enfants, ils entendent bien que leurs parents travaillaient à l'époque, en tout cas dans l'agricole, il y avait des choses. Mais il y a autre chose. Là, c'est pareil. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a le côté extérieur qui joue, avec la sensibilisation, on essaye de le dire, qu'on peut s'ouvrir au monde, il y a une sensibilisation à l'environnement, mais dans le cadre scolaire, il y a les apprentissages, et justement, il y a pour la première fois, peut-être une cohérence agréable, en tout cas, et pour les enseignants, de se dire, tiens, les élèves vont vite coller, en tout cas, sur quelque chose qui peut être aussi à l'extérieur. Alors, vous dites dans le titre de votre livre, Jardiner à l'école pour s'ouvrir au monde, pardon. Comment est-ce que le jardinage nous ouvre au monde? Parce qu'il est un écosystème à lui tout seul, c'est ça qui est aussi amusant, parce que justement le jardin, c'est aussi l'interaction entre tout le monde. Il y a tous les animaux qui vont être autour du jardin, et là tout à l'heure, je l'ai pas dit, mais quand on parlait d'aromatique ou sensoriel, il y a aussi ça. C'est s'il y a un hôtel à insectes à côté, on voit très très bien le fonctionnement, etc., qui va se faire avec le jardin, ces interactions, les vers de terre, etc. Bon, et qui peut au début surprendre certains élèves, et puis en réalité, tout la logique et le besoin de ces animaux, en tout cas pour le jardin et pour la terre, et puis ce besoin aussi d'une terre. Donc on a un écosystème avec le jardin. Et donc c'est vrai que là, c'est s'ouvrir au monde aussi, parce que c'est aussi un respect. C'est un respect aussi de la fragilité de cet environnement végétal, de cet environnement aussi animal, et puis de ce qu'on est. Donc j'allais dire, c'est aussi, on est parti sur l'autonomie, et l'autonomie est quand même à la fois
une méthode, un moyen, mais aussi une finalité. On voit bien que l'autonomie, c'est quand même mieux se connaître et mieux se connaître par rapport aux autres. Et quand on dit par rapport aux autres, voilà, c'est pas simplement que les êtres humains. Et le jardin participe aussi pour les enfants à cette compréhension aussi du monde qu'il est. Voilà, on n'est pas un grand jardin dans le monde, mais quand même, voilà, on peut penser que cette planète, elle est aussi liée à ça. Et c'est pour ça que le jardin, personnifie, symbolise, mais aussi ouvre en tout cas chaque enfant, et on voit l'intérêt. Il y a un intérêt non pas naturel, ça n'existe pas l'intérêt naturel, mais enfin en tout cas il y a une volonté en tout cas d'aller vers le jardin, et ça c'est quelque chose d'extrêmement fort quand on est enseignant, de se dire qu'il y a une motivation en tout cas qu'il va falloir utiliser aussi, sans que ça soit une ruse pédagogique, mais en tout cas que ça soit un moyen en tout cas de montrer certaines choses, et le jardin nous semble en tout cas un outil majeur. Et est-ce qu'on arrive vers une tendance plutôt de l'ensauvagement des jardins ? Alors, j'allais dire que c'est une tendance, qui pourrait être, qui pourrait être pris, et qui est aussi très intéressant, parce que là, ça touche aussi un point. Tout à l'heure, je dis il y a des allées, etc. Bah oui, il y a un choix aussi du jardin. D'ailleurs, le jardin, il évolue aussi, et laisser notamment cet ensauvagement est quelque chose qui peut être qui est même majeur, c'est-à-dire de montrer en tout cas la capacité qu'ont des plantes aussi à survivre, à suivre une contrainte. On voit bien, et tout à l'heure j'ai parlé de l'eau, parce que quand on parlait de jardin écologique, c'est un peu à ça qu'on pensait dans l'ouvrage, parce que justement laisser aussi des plantes, il n'y a pas de mauvaises plantes, il n'y a pas de bonnes plantes, il y a des plantes, et ces plantes, elles vont aussi interagir entre elles, et donc laisser aussi un espace d'ensauvagement est assez important. D'autant plus que c'est aussi une idée, c'est que le jardin, tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai un peu dit le potager n'est qu'un élément parmi tant d'autres de jardin, mais aussi le jardin, il s'intègre dans quelque chose. Donc, par exemple, dans la végétalisation des cours, il y a une volonté d'avoir des espaces bien marqués, et clairement, le jardin doit être aussi pensé par rapport aux autres espaces ici de la cour de récréation pour prendre ça. Donc voilà, donc il y a effectivement cette idée qui est une tendance forte aussi de faire vivre des plantes et de voir un petit peu comment elles vont être, et puis en profiter. Oui, bien sûr. Alors, on arrive déjà à la fin. Vous le savez, j'ai une petite question rituelle, donc je vous la repose. Le podcast s'appelle Les adultes de demain. Qu'est-ce que vous souhaiteriez aux enfants d'aujourd'hui, les futurs adultes de demain ? J'espère que surtout donner aux enfants, en tout cas, à la fois d'être dans le présent, et je pense que quand on a les mains dans la terre, on est bien dans le présent, donc ça c'est quelque chose d'extrêmement fort, mais aussi d'avoir un idéal. Et je pense que justement le jardin a cette capacité à la fois d'être ancré vraiment dans le présent, et de pouvoir avoir des activités, des expériences en tout cas concrètes et actuelles, et puis en même temps de pouvoir un peu penser ce qui pourrait être le monde de demain à partir de ce jardin qui est, je l'espère en tout cas, un avenir qui serait beaucoup plus ouvert et en tout cas émancipateur, on va même le dire, ici, que celui qui pourrait être proposé actuellement. Et propice aux rêves aussi. Tout à fait. Merci infiniment, Sylvain. Merci. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. J'aimerais prendre le temps de remercier tous ceux qui s'abonnent à la chaîne du podcast, qui laissent des avis et des notes sur Apple Podcast ou Spotify. Ça paraît rien, mais ça fait toute la différence pour faire connaître notre travail qui est complètement indépendant. Pour me retrouver, je vous rappelle que vous pouvez aller sur le compte Instagram des Adultes de Demain ou sur mon compte LinkedIn perso. N'hésitez pas à me partager vos retours sur cet épisode ou sur le podcast en général, ça fait tellement du bien de vous lire. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.